Soignant en soins palliatifs est une série documentaire que j'ai commencée en 2019, après avoir passé un diplôme universitaire de soins palliatifs et d'accompagnement. Ancien reporter, je suis aujourd'hui infirmier dans un SSR gériatrique du sud de la France qui a 5 lits identifiés de soins palliatifs. Ces LISP, comme on les appelle, permettent de répondre avec une équipe dédiée à toutes les problématiques de la fin de vie avec un personnel formé. C'est dans le cadre de ce diplôme que j'ai rencontré des soignants de tous horizons, infirmiers, aides-soignants, médecins, psychologues. Au cours de toute cette année 2020, cette série voulait vous faire rencontrer ces professionnels qui exercent à ce moment si particulier de la vie de chacun d'entre nous. Le tournage de mes interviews devait commencer au moment où la pandémie de Covid-19 a démarré. Il a fallu s'adapter. Prendre sa voiture et se rendre à la clinique n'est plus un acte si anodin. C'est presque un luxe d'avoir le droit de travailler hors de chez soi. La route est presque vide. Les soignants vivent un paradoxe quotidien en se rendant auprès de leurs patients. Ils sont heureux de le faire et en même temps ils culpabilisent de laisser leurs proches. La semaine commence par un décès survenu dans la nuit. Le coronavirus n'a rien à y voir. Pendant l'épidémie, les autres maladies ne se mettent pas en confinement. L'équipe de nuit a préparé le corps pour que la famille puisse le voir ce matin. Ma binôme aide-soignante et moi, nous nous occupons des derniers préparatifs pour accueillir la famille. Les jours précédents, sentant l'état général de leurs proches se dégrader, une inquiétude avait commencé à surgir. Pourrait-il le voir ? Pourrait-il assister au service funéraire ? Soigner en soins palliatifs au temps du coronavirus, c'est accompagner à la fois l'effroi de perdre un proche, mais aussi pour la famille ne pas savoir si on va pouvoir assister à un enterrement et commencer à faire son deuil. Le gouvernement a limité à 20 le nombre de personnes pouvant assister aux obsèques. Aujourd'hui, le directeur de la clinique est allé récupérer la dotation de 300 masques qui nous a été attribuée. C'est déjà ça. Nous accueillons un nouveau patient transféré d'un autre lit de la clinique. Comme à chaque fois, nous prenons un soin particulier à cette première rencontre. Chaque étape est importante. À la pause, j'assiste à une réunion qui rassemble les médecins de la structure. Elles se sont réunies pour faire un point sur la prise en charge des détresses respiratoires et sur le protocole de prélèvement des tests Covid-19. Depuis le début, notre clinique a été intégrée au plan blanc, même si nous ne serons probablement qu'en 2e ou 3e ligne, pour venir en appui au CHU de Montpellier. Un secteur de la clinique a été préparé pour accueillir des cas plus lourds, avec une équipe dédiée qui pourra faire face si un cas est déclaré. Nous vivons à distance le chaos qui nous est rapporté des services dans le Grand Est, sur Paris, sur Lyon, dans une attente un peu particulière. J'ai déjà vécu ça. Plus jeune, au tout début des années 80, quand je vivais à Kinshasa dans l'ancien Zaïre, lorsque l'épidémie de VIH s'est répandue. Nous ne savions pas s'il se transmettait par le contact ou par les moustiques. Nous voyions juste les parents de nos amis rapatriés, les uns après les autres. Comme nous n'avions aucune réponse, il a fallu faire avec et continuer à avancer. Je suis de repos à la maison. L'occasion de faire les interviews d'Olivier Bayer et d'Aurélie Mathim. Il est infirmier de réseau en Aveyron. Elle vient de passer sa thèse et commence sa carrière de médecin généraliste. La mission principale du réseau est de venir en appui auprès des professionnels du premier recours, qu'ils soient médecins, infirmiers ou autres professions, quand ils sont en difficulté dans une prise en charge palliative. Donc l'idée, c'est de ne jamais les remplacer, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas de soins, on vient juste en conseil, compagnonnage et accompagnement des soignants. On intervient aussi auprès des familles et des patients, c'est-à-dire que notre expertise en soins palliatifs nous permet de pouvoir aussi accompagner ces patients dans l'évolution de leur prise en charge. Je suis médecin généraliste remplaçant, donc dans la région de Montpellier et dans les communes avoisinantes. Alors, c'est quoi ton lien avec les soins palliatifs ? Alors, donc j'ai commencé le DU soins palliatifs après
Après mon premier stage chez le médecin généraliste, où donc j'avais des maîtres de stage qui accompagnaient des patients en fin de vie à domicile, ce qui m'a vraiment intéressée. J'ai trouvé que c'était une approche qui concernait tout à fait la médecine générale et je me suis dit que j'ai eu envie de m'y former. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire le diplôme universitaire qui nous a réunis ? On est une structure qui, de par notre positionnement en appui, nous demande d'être entre guillemets des experts. D'autant plus qu'on intervient aussi en formation et qu'on forme des soignants, ou en tout cas qu'on sensibilise des soignants par des formations courtes aux soins palliatifs. Et donc c'était une priorité absolue et pratiquement et pour ces formations d'avoir une reconnaissance universitaire de mes compétences. Alors le DU a été pour moi très enrichissant et pas uniquement du côté professionnel mais aussi du côté personnel. Beaucoup sur l'écoute, sur la notion de prise en soin, de prise en charge globale, sur l'interdisciplinarité, la réflexion commune, sur le bien-être du patient, ses souhaits, ses volontés, mais aussi l'accompagnement des familles. L'essentiel des apports que j'ai eus sur le DU ont été essentiellement des apports théoriques pour asseoir ma pratique et pour mettre de la théorie sur des positionnements que je pouvais avoir déjà. Ça fait un certain temps que je travaille dans des structures qui proposent des soins palliatifs. Donc j'avais une certaine expérience clinique des soins palliatifs et je sentais qu'il me manquait un certain nombre de référentiels théoriques et une forme de réflexion qui a été largement portée par les différents intervenants du DU et surtout par le groupe du DU au sein duquel il y a eu des vraies interactions et des vrais échanges et une vraie complicité. Donc voilà, toutes ces réflexions continuent à me baigner dans mon travail aujourd'hui. Ce qui a changé pour nous tous, c'est la situation face à l'épidémie de Covid-19. Comment est-ce que toi, tu le vis en tant que jeune médecin généraliste ? Alors, la situation actuellement, elle est très compliquée et assez surprenante, dans le sens où, depuis le confinement actuel, je vois très très peu de patients au cabinet. Souvent dans le cabinet où je remplace, ont été mises en place des téléconsultations. Donc ça change énormément de nos pratiques habituelles et de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Donc ça demande de s'adapter. On a également beaucoup d'appels, et beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété à travers les échanges qu'on a avec nos patients. Comment est-ce que tout ça s'organise finalement pour les médecins de ville ? Vous êtes en lien avec le CHU de Montpellier par rapport au Plan Blanc, par exemple ? Alors, depuis hier, il y a une ligne spéciale qui a été mise en place pour que les médecins généralistes puissent avoir des informations et notamment être aidés à l'orientation des patients pour une hospitalisation et pour les prises en charge de façon plus globale, pour avoir des avis spécialisés également. Sinon, en dehors de cela, il y a une adresse mail qui a été mise à disposition pour que des médecins disponibles puissent aller prêter main forte. Pour l'instant, c'est les seules informations dont je dispose. Donc, je sais qu'il y a un numéro spécial qui est mis à la disposition des médecins généralistes pour qu'ils puissent avoir un contact et avoir des informations. Et puis ceux qui sont disponibles peuvent également prendre contact avec le CHU par mail pour éventuellement proposer leur aide. Écoute, pour le moment, on est un peu entre deux. On est à la fois dans une phase d'anticipation qui nous a demandé pas mal de boulot. On s'est appuyé beaucoup sur les communications de l'ASFAP pour, à la demande des professionnels du territoire, essayer de proposer un protocole simplifié de prise en charge des patients âgés en structure ou à domicile qui seraient récusés d'hospitalisation
Donc à la fois un travail de réflexion et de mise en œuvre pratique, et puis une grosse charge mentale, on va dire. Parce que là, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions et voilà. Et on commence à avoir un certain nombre de cas suspects de Covid là sur le département et de cas de Covid, mais pas encore la vague telle qu'on nous l'a décrit et qu'on peut le voir dans d'autres régions. Donc en gros, on sait qu'on va se prendre une vague, on ne sait pas si ce sera un tsunami ou une vaguelette et on ne sait pas quand. Toi, comment est-ce que tu vis cette situation ? Eh ben, on la vit un peu au jour le jour, en sachant que on essaye en tout cas de répondre au maximum aux attentes des patients, d'être à l'écoute, de se rendre disponible. Mais forcément, ça suscite aussi chez les personnels soignants, je pense, beaucoup d'inquiétude, finalement, de savoir qu'est-ce que ça va être chaque jour, qu'est-ce qui nous attend pour le jour suivant, finalement. Vous êtes en relation avec des infirmières libérales, je suppose, infirmières libérales. Des médecins libéraux. Médecins libéraux. Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui ? Pour le moment, mais ça a l'air de se calmer depuis hier, principalement le manque de matériel. Un sentiment d'isolement, et ça, nous, on essaie d'y répondre. Pour le reste, fonctionnellement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont organisés. Là, un territoire proche de chez moi, où l'ensemble des professionnels libéraux ont créé une structure d'accueil pour les patients suspectés de Covid pour pouvoir éviter qu'ils se rendent dans leur cabinet. Il y a une vraie, en fonction des territoires, de vraies organisations qui sont en train de se mettre en place par les professionnels libéraux, qui semblent plutôt fonctionnels. D'accord. Mais ça semble quand même être le manque de matériel jusque-là qui posait problème. Et problème ou inquiétude. C'est quoi les problématiques que tu rencontres au quotidien, pour l'instant, aujourd'hui ? Pour l'instant, on va dire que c'est surtout de l'organisation, finalement. On doit s'adapter, faire avec ce qu'on a, mais aussi faire sans ce qu'on n'a pas. Donc, c'est surtout des problématiques organisationnelles. Mais bon, on s'adapte. En ce moment, donc, je suis en remplacement dans un cabinet où vraiment toute l'organisation a été bouleversée. C'est-à-dire qu'on a annulé tous les rendez-vous des patients qui sont stables et qui venaient simplement pour des renouvellements de traitement, en leur demandant de voir directement avec le pharmacien. Tous les patients qui ont des symptômes susceptibles de correspondre à une infection coronavirus, on leur demande de nous appeler. On essaie de faire une évaluation d'abord téléphonique, puis éventuellement en téléconsultation, donc via un entretien par vidéo. Et quand on estime que c'est vraiment nécessaire, on les fait venir au cabinet. Ouais. Et ensuite, on tient maintenant un cahier dans lequel on note tous les appels qu'on reçoit chaque jour avec les coordonnées des patients qui appellent, de façon à avoir un suivi strict de tous les appels qu'on reçoit, de toutes les demandes, et de façon à pouvoir aussi réévaluer les patients quotidiennement pour être sûr de n'oublier personne et de faire une médecine de qualité dans les conditions actuelles. C'est quoi aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge des patients ? Une des difficultés principales pour moi, c'est le télétravail, notamment sur les nouveaux signalements où on n'a pas forcément eu une rencontre de visu avec le patient, avec la famille. Donc c'est vrai que pour créer le contact, créer une certaine relation de confiance, c'est un petit peu compliqué. Alors on peut quand même se déplacer au domicile des gens, mais il faut quand même être raisonnable et qu'il y ait quand même une notion d'urgence quand même derrière. Donc c'est vrai que ça, c'est pas évident dans ce contexte de Covid. Pour les patients qu'on suit, qu'on accompagne depuis un petit moment, c'est un peu différent puisqu'ils nous connaissent, donc on a créé déjà ce lien-là avec eux.
Après, ça implique aussi des limites, puisque au niveau des hospitalisations, au niveau des SSR, on n'a pas forcément autant de disponibilité que d'habitude. Donc, c'est vrai que ça nous contraint à plus de limites que ce qu'on peut connaître déjà en temps normal. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, je trouve que les gens sont quand même les familles et les patients assez satisfaites du lien qu'on maintient, ne serait-ce que par téléphone, quoi. Je pense que ça rassure quand même pas mal. Les premières nuits de confinement étaient difficiles, parce que forcément, on s'inquiète pour soi, pour les autres, pour sa famille. Et puis, on n'a pas le choix, il faut tenir bon parce que on a besoin de nous. Donc, on tient bon. Je retourne à la clinique pour le week-end. J'apprends qu'un membre de ma famille a été testé positif au Covid-19. Je l'appelle au téléphone le soir même. Elle m'explique ce qu'elle a mis en place à domicile pour protéger ses proches. Je la sens très angoissée par la situation, je l'écoute en me disant que je voudrais faire plus. Comme vous tous, je me sens désarmé. Elle n'a pas de symptômes respiratoires pour l'instant. Courage à vous, protégez-vous, protégez vos proches. Faites de votre mieux. Demain est un nouveau jour qui nous rapproche de la fin de cette épidémie.